Troisièmement, le triangle de Beddington. Un sifflet strident de la caserne de pompiers de Bradford Hooks a réveillé Bennington, Vermont, le 12 novembre 1945. Les hommes de la ville savaient ce que cela signifiait et ce n'était pas un incendie. Ils étaient convoqués pour une recherche. Ils pensaient qu'un autre chasseur s'était perdu, comme George Evans, disparu dans les bois 3 jours plus tôt cette année-là. Evans a finalement trouvé son chemin hors de la dense montagne du Vermont, mais beaucoup de rivières n'auraient pas autant de chance. Des bénévoles ont fouillé la zone pendant 3 jours sans apercevoir le veuf de 74 ans. Pour attirer plus de chercheurs, le conseil municipal a proposé de payer 4 $ par jour à ceux qui aideraient à chercher l'homme disparu. Finalement, la patrouille aérienne civile a envoyé des avions pour aider le groupe de recherche de 500 hommes. Mais ils ont tous été rappelés lorsque le United States Air Force leur a ordonné de chercher à la place un bombardier B-19 disparu dans la même zone. Le bombardier B-19 a été retrouvé sain et sauf à Syracuse. Mais de nombreuses rivières restent introuvables et Dieu sait Dieu s'y arrête. Pas une seule trace de lui. Ni ses lunettes à monture noire, ni sa pipe sculptée, et pas même un morceau déchiré de son manteau à carreaux de noir et rouge. Il avait simplement disparu. Malheureusement, l'histoire d'un chasseur qui se perd dans les bois n'est pas une histoire très remarquable. Dans les forêts denses du Vermont, les chasseurs se perdent tout le temps. Et les étudiants universitaires ? Un an plus tard, Paula Walden n'est pas apparue pour son travail dans la salle à manger du collège Bankton, où elle était en 2e année. Après une courte recherche sur le campus pour 18 ans, les autorités ont été contactées. Sa colocataire leur a dit que Walden était partie pour une courte randonnée après les cours dans les montagnes vertes voisines, la même zone où la rivière Midi est quand elle manque. Le père de Walden a organisé une autre recherche massive. Pendant les 6 mois suivants, les enquêteurs ont fouillé la campagne. Ils ont même retourné 500 tonnes de gravier en fouillant une carrière. Ils ont pratiquement interrogé tout le monde qui avait connu l'adolescente aux cheveux blonds. Quelle que soit l'élite, un enquêteur a dit au journal Bennington Banner, a été éliminé. Paula Walden, comme beaucoup de rivières, avait tout simplement disparu. Les habitants de Bennington auraient probablement attribué les disparitions à la férocité de la nature sauvage du Vermont, peut-être même à des attaques d'animaux si ce n'était pour James Tedford. Le vétéran de la Première Guerre mondiale, âgé de 68 ans, prenait le bus pour rentrer chez lui à la maison des soldats du Vermont à Bennington. Le chauffeur affirme que M. Tedford a pris le bus à Brandon, Vermont. Il est resté dans la zone du bus durant le bref trajet vers Bennington. Mais quand le bus est arrivé à Bennington, Tedford était introuvable. Lui aussi avait disparu. C'était le 1er décembre 1949, 3 ans exactement après la disparition de Paul Weldon. Une autre recherche dans la zone de 27 000 acres n'a révélé aucune trace de Tedford. Malgré son impopularité à l'époque, certains attribuent aujourd'hui les disparitions à un tueur en série. 3 adultes disparus depuis plus de 4 ans à des périodes similaires. Mais les tueurs en série ont généralement un certain type de victime. Comment un garçon de 8 ans peut-il correspondre au mode opératoire du tueur ? En octobre 1958, à la disparition de Tedford, Paul Jepson, 8 ans, restait dans le pick-up familial. Sa mère a laissé le camion en marche pendant qu'elle sortait pour s'occuper de quelques cochons. Quand elle est revenue au pick-up, son fils avait disparu. Cette fois, la recherche massive impliquait la garde nationale, le service des poissons et de la faune du Vermont, la garde côtière, les boy scouts, des ouvriers d'usines locaux, des chiens de chasse et même des voyants. Les recherches étaient concentrées sur un petit garçon aperçu portant une salopette en jean, un pull rouge vif et des bottes en caoutchouc. Le journal de Bennington a rapporté que la caserne de pompiers de Bradford Hooks sonnerait sa sirène pour alerter les chercheurs lorsque le garçon serait retrouvé. Mais la sirène n'a jamais sonné.
Paul Jepson, 8 ans, n'a jamais été retrouvé. Quelques jours après, 53 ans a aussi disparu dans la région. 5 disparitions non résolues en 5 courtes années, toutes dans une petite ville endormie du Vermont. Il n'est pas étonnant que la région ait été surnommée le triangle de Beddington. Mais la question demeure, pourquoi ? Les Amérindiens locaux ont longtemps cru que la montagne verte est maudite. Le résultat, disent-ils, pour la montagne, étant le point où les 4 vents se rencontrent. Depuis des siècles, cette tribu évite la région, ne l'utilisant que pour enterrer leurs morts. Une autre croyance amérindienne est que les collines, spécifiquement la zone des Rochers Blancs, dans le triangle de Bankton, contiennent une pierre enchantée. La légende stipule que quiconque a le malheur de marcher sur la pierre est transporté dans un autre plan d'existence. Mais l'auteur du Vermont, Joseph Citro, a une autre théorie. C'est l'idée qu'au plus profond des bois, les denses montagnes de Glansbury cachent un horizon perdu, une sorte de Shangri-La. Une utopie parfaite qui accueille les âmes égarées perdues dans les bois à une condition, elles ne peuvent jamais partir. 2. Le triangle de l'Alaska. En 1964, la commission Warren a conclu que Lee Harvey Oswald avait agi seul dans l'assassinat du président John F. Kennedy. Mais il y avait un membre de la commission qui n'était pas d'accord avec ces conclusions. Le député de Louisiane, Hale Boggs. Normalement, les critiques gouvernementales franches sont évitées par leur père. Mais pas avec Boggs, qui est devenu un politicien très respecté sur Capitol Hill. Et c'est pourquoi, 8 ans plus tard, Boggs s'est retrouvé entassé dans un avion Cessna bimoteur 310 volant à basse altitude sur les terres sauvages de l'Alaska, à 4000 miles de chez lui. En tant que nouveau leader de la majorité, Boggs devait aider à faire campagne pour les candidats en devenir républicains. Ainsi, le 16 octobre 1972, Boggs, accompagné du candidat espéré Nick Begich, ainsi que de l'assistant de Begich et du pilote, Don Jones, a décollé d'Anchorage pour un vol de 560 miles vers le sud-est jusqu'à Juneau pour un arrêt de campagne. 12 minutes après le décollage, Jones a transmis son plan de vol au contrôle aérien. On n'a plus jamais vu ni entendu parler du trio. Malgré plus d'un mois de recherche par l'United States Air Force accompagné d'une armada d'avions privés, il n'y avait aucun signe de l'épave et pas un seul bip du signal d'urgence de l'avion. L'avion et les passagers avaient disparu sans laisser de traces. Mais pourquoi ? Certains théoriciens du complot pointent du doigt les vues controversées de Boggs sur l'assassinat de John F. Kennedy. D'autres se demandaient si le temps turbulent ou la capacité de poids du Cessna était à blâmer. Mais il y a ceux qui croyaient que Boggs a simplement été englouti par le triangle de l'Alaska. Et il n'est pas le seul à subir ce sort. Le triangle, délimité par des lignes reliant Point Barrow au nord, Juneau à l'est et Anchorage au nord, couvre environ 32 000 miles carrés de l'Alaska et une partie des territoires du Yukon. Chaque année, cette zone particulière voit disparaître des personnes à un rythme alarmant. En 2007, 2833 personnes ont été signalées disparues dans les limites du triangle. Avec une population en Alaska de juste un peu plus de 6500, cela revient à 4 personnes pour chaque 1000. 4 sur chaque 1000 personnes. Juste parties. Depuis 1988, plus de 16 000 personnes ont rejoint Hale Boggs et le Grand Vide. Des personnes comme Michael Lamètre, qui participe à la populaire course d'endurance marathon maintenant en 2012. Lorsqu'il n'est pas arrivé à un point de contrôle, des recherches ont été lancées. Mais comme l'a dit un fonctionnaire de l'État, il n'y avait aucun indice, aucune trace. Et des personnes comme Chris McCandless, le chercheur d'aventure de 24 ans qui a disparu de son campement en Alaska en 1992.
Son histoire a été célèbrement racontée dans le livre de 1996, Into the Wild, qui a été adapté en film du même nom en 2007, mais sa disparition n'a jamais été expliquée. Et bien qu'il soit logique d'attribuer certaines de ces disparitions à des amateurs de plein air qui se perdent au milieu des dangers de la nature sauvage de l'Alaska, cela ne peut pas expliquer toutes ces disparitions. Alors, qu'est-ce qui engloutit plus de 2000 personnes en Alaska chaque année ? Les indigènes locaux Klingons pensent qu'ils savent. Depuis des siècles, des légendes existent sur Kushtaka, une créature semblable à Bigfoot qui erre dans les montagnes et les forêts de l'Alaska. Traduit approximativement par homme loutre terrestre, on dit que cette créature métamorphe se déguise sous n'importe quelle forme qui l'aidera à attirer les gens vers leur mort. Un tour insidieux que joue Kushtaka est d'imiter le son d'un bébé qui pleure, espérant que les passants suivront le son dans des rivières glacées, des crevasses sans fond et des grottes inévitables. La question est, les Tlingits croient-ils que Kushtaka est à blâmer pour les disparitions ? Ont-ils créé le mythe de la créature pour expliquer la disparition de nombreux membres de leur tribu au fil des générations ? Qu'est-ce qui est apparu en premier, les disparitions ou le triangle de l'Alaska ? Okushika pourrait expliquer les cas de personnes comme le maître et McCandless, ce qui est arrivé à Boggs et ses compagnons de vol, volant à 13 000 pieds au-dessus du terrain dense et bien au-dessus des bruits de tous les bébés qui pleurent. En 1933, E.W. Echelberg a publié un article dans le Journal of American Geophysical Union intitulé « Anomalie magnétique de l'Alaska ». Dans cette analyse, Echelberg a écrit que les anomalies magnétiques en Alaska étaient la règle, pas l'exception. Un rapport de 1999 de l'United States Geological Survey a confirmé les conclusions d'Echelberg. Il est également confirmé que de telles anomalies peuvent affecter la technologie basée sur l'électricité, comme un Cessna 310 et peut-être une balise d'urgence d'un avion. 1. Le triangle du Michigan. Les pilotes appellent ça sauter de flaque en flaque. Un court vol dans un petit avion dans une région éloignée. Ils se produisent des milliers de fois quotidiennement, certains diraient c'est de manière routinière. Mais le vol de saut de flaque d'eau que Dennis Collier a pris le 3 juillet 2020 était tout sauf routinier. Quand il a décollé de l'aéroport municipal de Schoolcraft au Michigan, le 3 juillet 2021, Collier, comme la plupart des pilotes, s'attendait à un vol sans incident. Collier prévoyait de survoler le sud du lac Michigan et d'atterrir à Boyne City, Michigan. Mais cet avion a fini d'une manière ou d'une autre au fond du lac. Le temps semblait ralentir, a déclaré Collier au Traverse City Record Eagle en se remémorant les moments avant l'accident. Collier a eu de la chance, il a survécu, mais des centaines d'autres n'ont pas eu autant de chance. Entre 1964 et 2018, un stupéfiant nombre de 873 avions se sont écrasés au Michigan. Le plus meurtrier de ceux-ci s'est produit en 1950 lorsque le vol 2501 de Northwest Orient Airlines s'est écrasé dans le lac. Au moins, on présume que le DC-4 s'est écrasé. Les autorités n'ont trouvé aucun débris et aucune trace des 58 âmes qui ont péri lors du vol. Mais le triangle du Michigan pointant de Ludington à Bennett Harbor dans le Michigan et Manoak, Wisconsin, ne revendique pas seulement les avions, il revendique aussi les navires. Au moins 1000 d'entre eux remontent à la mystérieuse disparition du navire de commerce de fourrure français, le Griffon, et de son équipage en 1679. Malgré les efforts répétés des archéologues et maritimes, aucune trace du Le Griffon n'a jamais été trouvée. Comme l'écrivain Stephen Marash l'a écrit en 1961, il y a probablement plus de navires coulés dans le lac Michigan que dans tous les autres grands lacs réunis. Le pire de ces naufrages a eu lieu en 1847, lorsque le navire à vapeur SS Phoenix a coulé, emportant avec lui environ 200 immigrants. Un navire nommé Delaware, venant de Sheboygan, Wisconsin, a tenté de leur porter secours, mais en vain.
7 ans plus tard, le Delaware lui-même rejoindrait le Phoenix au fond du lac avec son équipage de 11 hommes. Mais vous n'avez pas besoin d'être sur l'eau ou au-dessus pour ressentir les effets du triangle. Preuve en est la disparition étrange de Steve Kubacki. En février 1978, 23 ans, étudiait à Hope College dans le Michigan. Pendant un voyage de ski de groupe à Saugatuck, Kubacki a simplement disparu. Les autorités ont utilisé des dizaines d'officiers dans un hélicoptère et ont cherché le jeune homme. Mais la seule chose qu'ils ont trouvée étaient ses empreintes de pas qui ont aplati une ligne de 200 yards dans la neige et qui se sont soudainement arrêtées sur la rive du lac Michigan. Un cas triste, pensèrent les sauveteurs, il a dû s'égarer sur la glace et tomber à travers. Et c'était l'histoire officielle jusqu'à 15 mois plus tard, lorsque Steve Kubacki est soudainement réapparu. Le 5 mai 1979, Kubacki s'est réveillé dans un champ près de la maison de son père. 700 miles plus loin, dans le Massachusetts, il n'avait aucun souvenir de cette année et demie manquante. « Je n'avais pas l'impression d'être parti aussi longtemps », a-t-il dit à United Press International entouré de sa famille, mais je commence à comprendre. Nous allons rendre compte de ce phénomène étrange de navires fréquemment échoués et de désorientation. Certains pensent que Stonehenge est à blâmer, ou du moins la version propre à l'état du Wolverine de Stonehenge. Découvert en 2007 par le docteur Mark Hawley, le Stonehenge du Michigan est une formation rocheuse mystérieuse, certains disent non naturelle, au fond du lac Michigan, près du milieu du triangle. Aussi connue sous son terme plus scientifique, les pierres de la baie de Grand Traverse, la formation se compose d'une étendue d'1 mile de rochers submergés allant de la taille d'un ballon de football à celle d'une petite voiture. Toutes ces roches préhistoriques sont disposées dans un motif particulier, se démarquant nettement du fond sablonneux du lac. Étant donné que le Stonehenge d'Angleterre s'est vu attribuer une série de pouvoirs mystiques et métaphysiques au fil des siècles, serait-il possible que ces rochers sur le lac aient les mêmes pouvoirs ? Le pouvoir d'affecter les champs magnétiques, la navigation et même l'espace-temps lui-même ? Vous voudrez peut-être ajouter le lac Michigan à votre liste de non-vols permanentes, quelle que soit la réponse. Merci d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Nouvelles vidéos sur le paranormal chaque semaine. Si vous venez de découvrir cette chaîne, assurez-vous de consulter notre autre chaîne Criminellement Listée. Nous avons plus de 325 vidéos présentant des histoires de crimes étranges mais vrais. Retrouvez-le sur youtube.com, Criminellement Listé. Nous avons aussi un podcast sur les affaires non résolues, finalement résolues, Criminellement Listé présente dans le meurtre, disponible sur Stitcher, Spotify, Amazon Music et partout où vous trouvez d'excellents podcasts. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé.